Sénat. Toujours, toujours, votre gouvernement a refusé cette proposition. Toujours. Eh bien, moi, je suis pas... Eh bien, mais c'est trop tard. Bon, On est bientôt, ça va se terminer. Ah, de ce point de vue, c'est trop tard. Donc, ça fait 5 ans que nous faisons cette proposition, 5 ans que vous la refusez. Alors, je veux maintenant revenir sur les différents taux d'imposition sur les sociétés. Parce que je considère qu'il y a là un encouragement très important pour les PME. Vous êtes dans une conception un peu idéale du rapport entre grandes entreprises et petites entreprises. Parce que partout où je vais, dans toutes les régions de France, et que je rencontre des chefs d'entreprise, des PME pour l'essentiel, ils me disent, nous n'avons pas suffisamment d'appui de la part des grandes. Il n'y a pas de la part des donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants une confiance suffisante. Et je crois que c'est un dommage très réel pour l'économie française. Et ce qui m'apportera plus tard, si les Français m'en donnent le mandat, c'est de rapprocher grandes, petites, moyennes entreprises. Que Dieu vous écoute. Les collectivités sont une façon de faire, les réseaux d'entreprises aussi. Donc nous avons absolument besoin de ce lien-là. Et sur l'impôt sur les sociétés, il est normal que les plus petites payent moins d'impôts sur les sociétés. Parce que les plus grandes ont 1000 mécanismes pour échapper à l'impôt sur les sociétés. 1000 mécanismes. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est le taux d'imposition sur les sociétés effectif, on s'aperçoit, un peu comme dans le tableau que nous a présenté M. Langlais pour les contribuables les plus aisés, que les grandes entreprises payent beaucoup moins de taux d'impôt sur les sociétés que les moyennes et les petites. Et c'est là-dessus que nous reviendrons, car il y a un certain nombre de niches fiscales qui ont été accordées, là encore, aux grandes entreprises, au détriment de la compétitivité de l'économie française. On a poussé même les grandes entreprises à utiliser davantage les produits de placement, les types de participation, c'est-à-dire des opérations qui n'étaient pas dans leur cœur de métier, plutôt que d'avantager l'investissement. Alors, sur le grand enjeu, c'est l'investissement. Alors, la banque publique d'investissement. Les BEDI, c'est un avis. Mais ça existe déjà. Écoutez, franchement, si ça existait, ça se serait vu, la courbe qui a été présentée, le déclin des emplois industriels. Si vous êtes satisfait de ce qui s'est passé depuis 5 ans, depuis 10 ans, parce que ça fait 10 ans que cette même majorité est au pouvoir, et je comprends que vous ayez envie de continuer, mais le fait est que ça n'a pas marché. Et donc, ce que je veux, c'est qu'une banque publique d'investissement qui rassemblera effectivement ce qui existe, qui mobilisera une épargne très importante, parce que nous n'avons plus de moyens budgétaires. Nous ne pouvons que mobiliser de l'épargne. Je propose ce livret d'épargne pour que les PME en soient les bénéficiaires. Je propose que la Caisse des dépôts puisse effectivement lever de l'épargne pour l'investir dans l'économie. Mais nous avons absolument besoin de ce lien entre la Banque publique d'investissement et les régions de France. Et tous les présidents de régions ont créé des fonds et nous mettrons en mouvement l'ensemble des acteurs. Parce que ce qui est très important, M. Juppé, c'est que nous puissions travailler tous ensemble dans la même direction. Alors, ce qui n'a pas été fait depuis 5 ans. Alors, Juppé, ça, c'est vrai. Il faut dire la vérité avant de mourir, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas mourir comme ça avec la vérité dans le ventre. Sur la période de 10 ans, en fonction des fonds supplémentaires que nous venons de lui accorder, cette banque a été, notamment dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, dont vous n'avez pas parlé, très fortement motivée. Mais je voudrais rebondir sur un mot que vient de prononcer M. Hollande, qui est le mot de compétitivité. Parce qu'il n'est pas très présent dans votre vocabulaire et il n'est pas très présent dans vos propositions. Vous n'étiez peut-être pas. Je ne l'ai pas entendu ce matin. Il y a des fois on a l'oreille un peu sélective. Ou peut-être parce que vous parlez un peu vite, parfois, je n'en sais rien. J'en suis désolé, je parlais plus lentement. J'essaierai d'être plus attentif. Bien sûr. Je reconnais votre assurance. Simplement. Je parlais au début d'un peu d'arrogance. Faites attention quand même. Faites attention. Très attention à parler pour être sur le mot. Voilà. Donc je ne l'ai pas entendu très souvent dans votre discours et je ne le vois pas du tout, en tout cas, dans vos propositions. Parce que nous avons perdu de la compétitivité par rapport à l'Allemagne, c'est incontestable, on a vu tout à l'heure des courses. Pourquoi? Les 35 heures, bien sûr, nous travaillons moins qu'ailleurs. Ensuite, la complexité de notre législation. M. Schröder, chancelier socialiste, lui, s'est attaqué à ce problème en Allemagne, nous ne l'avons pas fait. Et puis enfin, il y a un problème absolument incontournable, c'est que notre modèle social, notre protection sociale, à laquelle nous sommes très attachés, pas question de la remettre en cause, naturellement, notre modèle social est financé quasi exclusivement, ou en tout cas principalement, par des cotisations assises sur le travail. Il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, le ministre du Travail, Xavier Bertrand, donnait 3 chiffres qui n'ont pas été démentis, qui vont complètement à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure. Un salarié touche un salaire net de 1600 € en France comme en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise lorsqu'elle ajoute à ce salaire net les charges de tous ordres qui pèsent sur elle?
on arrive à un coût global en Allemagne de 2800 €, en France de 3700 €, un différentiel de 900 €. Alors vous allez me dire, il ne faut pas baisser le coût du travail et s'aligner sur la Chine. Le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, ce sont les pays européens. Nos principaux partenaires commerciaux, ce sont les pays européens. Notre premier partenaire commercial, c'est l'Allemagne. Et c'est donc ce différentiel de compétitivité. Quelle est votre proposition? Vous la voyez venir. Oui, je la vois venir. Et je vais l'assumer pleinement. Je vous rassure vous tout de suite. Je vous rassure tout de suite. Ma proposition, c'est tout simple. C'est qu'il nous faut alléger les cotisations qui pèsent sur le travail et les transférer sur une autre par exemple, ressource fiscale. Par exemple, je vous laisse au sein de l'idée, parce que vous l'avez déjà fait. Non, mais allez-y. Là, une idée, alléger la TVA sociale, disons les choses clairement pour que la société regarde après. Oui, mais je voudrais faire un peu. Vous l'avez donc prononcé. Je voudrais faire un peu de. Alors, match nul, alors. Sarko, TVR. Oui, mais ça sera la même. C'est pas match nul, c'est très bien. C'est l'addition. On verra ce que vous ferez. D'ailleurs, je voudrais simplement vous rappeler que cette TVA... vous interrompre. Non, permettez-moi d'aller. Puisque vous avez prononcé le mot et que vous voulez donc transférer une part des cotisations... Je vous laisse la parole, j'espère que j'aurai l'occasion de... Patronales. On y reviendra. C'est bien des cotisations patronales. Il faut voir. On n'a pas décidé, ça peut être les uns ou les autres. Non, mais si c'est la cotisation salariale, c'est un préjugé. Si c'est la cotisation salariale, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir avec la compétitivité. Je ne vous présente pas une réforme. Ah bon, je croyais. Pas du tout, je ne suis pas président de la République, ni candidat. Ça ne vous a pas échappé. Le vrai débat, vous l'aurez pas ce soir. Peut-être que vous savez si Nicolas Sarkozy ne l'est pas. Ne perdez pas tout espoir. Donc alors, les cotisations. Le président de la République ne faut pas des propositions blanches. Moi, je vous dis simplement. Oui, vous avez des idées personnelles. Essayons de réfléchir. Et donc, essayons de faire une proposition. Sur la TVA sociale ou TVA emploi, selon le nom qu'on lui donne. Vous baissez les cotisations patronales de toutes les entreprises. De toutes les entreprises. Celles qui sont exposées à la concurrence, qu'est-ce que vous en comme celles qui... Vous ne connaissez pas le périmètre. Je vous dis ça. Je vous dis ça. Vous faites votre proposition. Non. Vous avez parlé de la compétitivité. Je vous dis tout simplement qu'il y a un problème de compétitivité. Non, mais vous avez fait une proposition. Il faut baisser les cotisations sociales pour les transférer sur un impôt qui favorise l'emploi. Essayez-moi de vous entendre. Oui, mais vous baissez les cotisations patronales. Je vous laisse volontiers parler, j'y reviendrai si vous voulez. Vous baissez les cotisations patronales et vous augmentez la TVA. C'est-à-dire que vous allez créer un transfert entre ce qui était payé par les entreprises et qui va être payé demain par tous les Français. Vous allez affaiblir la croissance parce qu'il y aura forcément une amputation du pouvoir d'achat. Vous savez d'ailleurs très bien en matière de TVA quelles sont les conséquences. Vous aviez augmenté comme Premier ministre de 2 points le TVA. Donc vous avez cette expérience. Et je ne suis pas sûr qu'elle ait été très heureuse et qu'elle ait été particulièrement comprise par les Français. Et qu'elle a conduit d'ailleurs à une dissolution de l'Assemblée nationale qui a permis à Lionel Jospin de devenir Premier ministre. Donc, en matière de TVA, je ne suis pas sûr que cette expérience ait été particulièrement efficace. Je suis très heureux que vous évoquiez pas. Permettez-moi de vous interrompre sur ce point, c'est important. Permettez-moi de vous interrompre sur ce point. Je termine. Vous m'avez la volonté d'augmenter la TVA, d'affaiblir la croissance, je pense que ce n'est pas la bonne mesure. Moi, ce que je propose en matière de compétitivité, c'est d'aider les entreprises qui sont exposées à la concurrence. C'est de faire en sorte que celles qui investissent, qui localisent leur activité, de faire que les aides publiques, les financements soient tournés vers ces entreprises-là, que leur fiscalité soit allégée. Par exemple, une partie de la fiscalité locale, ce qu'on appelle la contribution foncière, puisse être allégée pour les entreprises qui s'installent en France. Vous comprenez, M. Hollande, je n'ai pas observé que tout à l'heure la baisse de l'impôt sur les sociétés était réservée aux toutes petites entreprises exposées à la concurrence. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Et par ailleurs, je voudrais revenir sur l'expérience de 95, parce que vous pensez me mettre en difficulté. Je ne rougis pas de ce que j'ai fait, parce qu'il faut bien en mesurer les résultats. C'est vrai que j'ai augmenté la TVA de 2 points. Simultanément, nous avons baissé les charges sociales dans des proportions très importantes. Quel a été le résultat économique de cette mesure? Premièrement, elle nous a permis de baisser les déficits publics, parce que nous l'avons accompagné d'économies substantielles. Ce n'est pas la peine de le nier, les chiffres sont connus. Nous sommes passés de 5,6 à 3,6, et je me souviens très bien de mon entretien avec mon successeur où je lui présentais les chiffres. Deuxièmement, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, un organisme respecté. Cela a permis de créer 400 000 emplois. Et troisièmement, contrairement à ce que tu dis, ça n'a pas tué la croissance, ça l'a relancée, et M. Jospin en a bénéficié quand il est arrivé au pouvoir. Cette réforme a été une réforme réussie. C'est vrai que politiquement, elle m'a coûté cher. Bien, je vais vous dire, il y a 2 façons de faire de la politique. La première, c'est de faire plaisir. La deuxième, c'est d'avoir du courage. Et je suis très
fier d'avoir fait cette oui, réforme. vous n'avez pas fait plaisir, vous n'avez peut-être eu du courage. J'ai eu du courage, c'est du courage, c'est de la témérité. Vous n'avez pas fait plaisir et vous avez fait une mauvaise action. La preuve, c'est que nous avons été amenés ensuite à réduire le taux de TVA. De combien? De 1 point. Donc je l'avais gardé. Au passage. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de réserves et que nous avons préféré. C'était pas une si mauvaise réforme. Le temps écoulé est passé, mais si vous le souhaitez, on peut aborder un dernier point, Alain Juppé, si vous le souhaitez. Oui, moi je vais aborder l'Europe. Je vais aborder l'Europe parce que ce qui va se passer, dans l'hypothèse où M. Hollande est déjà installé, si j'ai bien compris, m'inquiète beaucoup. Nous sommes en train de sortir de la crise en Europe. D'ailleurs, on le voit sur les marchés. Les marchés sont calmes en ce moment, et malgré ce fameux 3e A, qu'une seule agence de notation sur 3 nous a enlevé, nous empruntons aujourd'hui moins cher qu'il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce que les marchés, vous n'allez pas supprimer d'un trait quand vous arriverez au pouvoir, si vous arrivez au pouvoir, les marchés ont compris que nous étions en train de construire quelque chose d'efficace. Et c'est quoi? Nous allons signer cet accord lundi prochain. C'est d'abord un fonds monétaire européen qui va nous permettre de dégager 500 milliards d'euros pour aider les pays en difficulté. Et c'est d'autre part un traité qui va comporter 3 aspects. Enfin, ce qu'il n'y avait pas dans le traité de Maastricht, un gouvernement économique pour piloter l'euro. Ensuite, une discipline budgétaire effectivement sanctionnée. Et enfin, un volet croissance et compétitivité. Monsieur Hollande me dit, si je suis élu, quand je serai élu, puisque je suis déjà président de la République, je vais aller voir, c'est ce que vous avez dit demain, vous voyez déjà dans le bureau de Mme Merkel, et vous lui dites, on remet tout ça à plat. Eh bien, vous prenez là un risque très grave. Parce que, si vous faites cela, le pare-feu du mécanisme de stabilité ne fonctionnera pas le 1er juillet, et les marchés qui n'aiment pas l'imprévisibilité et l'instabilité réagiront de manière qui m'inquiète beaucoup. Et d'autre part, je ne sais pas comment vous allez convaincre nos 26 autres partenaires d'accepter comme ça du jour au lendemain, ce qu'ils n'ont pas accepté depuis 2 ans que nous négocions avec eux. Donc cette dénonciation des traités est extrêmement dangereuse et manifeste de votre part, je crois, une certaine, je vais dire, audace. Je préfère témérité. Je préfère témérité. Alors François, cette témérité, je la trouve, permettez-moi, ça sera mon dernier mot, je la trouve dans d'autres de vos propos, monsieur Hollande. Je me suis beaucoup amusé dimanche quand vous avez dit « Je n'accepte pas que le yuan reste inconvertible ». Et alors j'ai imaginé, j'avais envie d'être une petite souris, votre premier entretien avec le président chinois, quand vous allez lui dire « Je n'accepte pas que le yuan reste inconvertible », vous apprendrez peut-être ce que veut dire se faire envoyer sur les routes de la Chine. Vous avez cette expérience puisque M. Sarkozy avait justement pris cet engagement. Il a obtenu les Chinois qui s'engagent dans un processus. M. Sarkozy avait dans le discours de Toulon, le premier avait dit « Je vais demander aux Allemands, aux Chinois de rendre leur monnaie convertible ». Et ça se fera. Il avait même fixé l'échéance. Et ça se fera à Cannes, à la réunion du G20. Et donc, vous avez vu le résultat, ça n'a pas été conséquent. Il y a une petite différence entre je vais demander aux Chinois et de dire alors moi je n'accepte pas. Je pense, M. Juppé, que la Chine, si, c'est un petit peu d'arrogance. alors François, en matière d'arrogance, je pense que chacun a à faire son examen de conscience. Oh, mais moi je l'ai fait depuis longtemps. Non, tant mieux. Et donc vous êtes tout à fait. Moi, je ne suis pas encore guéri peut-être, mais vous avez quand même des rechutes possibles. Donc, je pense que sur le yuan, nous ne pouvons pas accepter, ni vous ni moi, dans l'intérêt de la France, d'avoir un déficit commercial avec les Chinois aussi important, alors même que leur monnaie est fixée par eux-mêmes et que notre monnaie fluctue sur les marchés. Qui est en désaccord avec cela? C'est pas le problème. Donc, ce n'est pas le problème. Donc, le problème, c'est Monsieur Juppé, si dès le départ, vous, ministre des Affaires étrangères, vous considérez que de toute manière la cause est perdue. Pas du tout. Que de toute manière, nous sommes engagés dans un processus de côté. Pas du tout. Alors, la diplomatie a quand même peu de force et peu de capacité. Je ne sais pas laissez-moi terminer. Et donc, sur le yuan, ça sera une négociation. Elle ne débouchera pas du premier jour. Mais si nous ne disons pas clairement, et pas simplement nous, je vous renvoie aussi au discours de M. Obama devant le Congrès. Que dit-il? Il dit « Nous ne pouvons plus accepter des Chinois qui viennent sur nos marchés sans aucune règle et de normes environnementales, ni de normes sociales, nous faire ainsi concurrence. Et avec une monnaie inconvertible. Et donc, nous pouvons, avec
les Américains, avec les Allemands, avec les Européens, faire cette pression. Ensuite, vous me dites, oh, quand même, comment vous allez faire, vous, devant Mme Merkel, puisque nous n'y sommes pas parvenus, puisque nous avons abandonné les eurobonds, puisque nous n'avons pas été capables d'obtenir un changement du mode d'intervention de la Banque Centrale Européenne, puisque nous n'avons pas constitué ce fonds de 500 milliards suffisamment tôt, c'est comment allez-vous faire, puisque nous n'y sommes pas parvenus? Eh bien voilà, nous allons faire mieux que vous, tout simplement. Nous allons, avec le soutien des Français, s'ils veulent bien m'accorder leur confiance, et je ne peux pas préjuger de leur choix, ça sera au mois de mai, nous allons, avec les Français, pouvoir dire que nous souhaitons qu'il y ait des disciplines, elles sont indispensables, qu'il y ait des engagements de réduction de nos déficits, ils sont nécessaires. Et moi je ne serai pas un président si les Français me donnent mandat, qui viendra au lendemain de mon élection dire à mes partenaires européens, je ne respecterai pas le pacte de stabilité. Et ça, Nicolas Sarkozy l'a fait. Nicolas Sarkozy l'a fait en 2007. Et donc, vous allez dire, je ne respecte pas moi, je dirais, il y a des disciplines. Vous ne respecterez pas la signature de la France sur ce dossier. Il y a des disciplines. Vous la respecterez, M. Hollande? Il y a des disciplines, il faut les respecter. Je dis, nous ne pouvons pas accepter un accord qui ne comporte pas un volet de croissance, un volet de dynamisme économique et un volet de coordination des politiques économiques. Première démarche à Berlin consistera à dire je préfère un rapport de France plutôt qu'une soumission. La France, elle ne s'est pas soumise, monsieur. Ça, c'est une contre-vérité. Elle s'est soumise. C'est une contre-vérité. Elle s'est soumise. La preuve, c'est qu'elle avait une position qu'elle a abandonnée en chemin. Encore avec votre tendance à l'exagération, au sectarisme. La France a obtenu, et lisez la prose de M. Schröder, membre de l'Internationale socialiste, dans le Figaro il y a 15 jours et 3 semaines, qui conteste tout à fait cette propagande que vous avez faite, selon laquelle la France aurait accepté le dictat allemand. C'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Non, je voudrais terminer, je dis que c'est une contre-vérité. La France a obtenu le gouvernement économique dont ne voulait pas au départ l'Allemagne. Cette présentation des choses est une présentation caricaturale. Et vous avez certaines tendances à le faire, c'est possible. Alors on laisse c'est la règle de jeu de la campagne. Non, moi je n'ai pas de règle du jeu de ce j'essaie de respecter. J'essaie de respecter. Ne soyez pas caricatural vous-même. Vous pouvez y parvenir. Donc je fais en sorte de défendre les intérêts de mon pays. Et l'intérêt de mon pays n'est pas d'avoir un accord qui soit simplement une discipline et une sanction. L'intérêt de mon pays. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Si vous permettez, M. P, il faut parfois savoir entendre, du début jusqu'à la fin. Eh bien, l'intérêt de mon pays, c'est qu'il y ait une coordination des politiques économiques et une politique de croissance. Sans croissance, il n'y aura pas de réduction des déficits. Sans croissance, même les agences de notation ne croiront pas à nos engagements. Mais M. Hollande, affirmation n'est pas raison, et l'accord que vous préparez à dénoncer, si j'ai bien compris, il comporte une volée que vous venez de dire. Et on ne peut pas dire aux Français des contre-vérités. Cet accord ne se limite pas à un accord de discipline budgétaire. Si, il n'est que cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas vrai. Vous terminez un dernier mot et puis vous terminez. Allez-y, allez-y. Ce n'est pas vrai, M. Hollande. Il comporte un volet de gouvernance économique qui n'est pas la discipline budgétaire. Alors, ou bien vous ne le savez pas. Non, mais écoutez, ou bien vous ne le savez pas. Vous savez très bien. Vous ne pouvez pas une mesure de croissance que prévoit l'accord. Je vous parle de la gouvernance économique. Je vous parle de la croissance. Vous venez de me dire une mesure de croissance. La discipline budgétaire. Une mesure de croissance. Il y aura des propositions lundi. Une mesure de croissance. Et par l'Allemagne qui proposeront des mesures de croissance. Je vous donne rendez-vous lundi. D'accord. Vous avez rendez-vous lundi, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Vous concluez. Ce que je pense, c'est que c'est pas parce que vous n'avez pas été capable de réussir un bon accord que vous n'avez pas réussi un bon accord. Attendez, soyez capable d'abord de respecter votre interlocuteur. C'est la première condition. Beaucoup interrompu. Eh bien, écoutez, faites au moins en sorte, dans ce dernier moment, de ne pas le faire. Je vous écoute. C'est pas parce que vous n'avez pas réussi à faire en sorte que l'Europe sorte de la crise de la zone euro, car elle n'est pas sortie de la crise de la zone euro depuis maintenant près de 2 ans. C'est pas parce que vous n'avez pas été capable de faire un bon accord qui permette d'avoir un volet de croissance. C'est pas parce que vous n'avez pas été capable de convaincre les Allemands de changer les modes d'intervention de la Banque centrale. C'est pas parce que vous n'avez pas été capable de régler la question du Fonds monétaire européen que vous devez empêcher et vos éventuels successeurs d'y parvenir. Merci à vous deux. Merci pour cet échange. Merci d'être la règle. Étant donné que vous avez commencé, c'est François Hollande qui